un an avant, maintenant c'est 14 mois avant, puisqu'on pense déjà au suivant. Et vous appréciez, comment dirais-je, le travail qu'on essaye de tourner de plus en plus vers vos préoccupations quotidiennes, extraites des nombreux moments de dialogue dans l'année que nous avons avec vous. En rendant hommage à cette équipe qui reste, vous le savez, extrêmement petite, je souhaite que tous nos établissements, ceux en pleine responsabilité le savent, les écoles d'entreprise aussi, les partenaires s'en rendent compte de plus en plus, doivent mesurer lorsqu'ils parlent avec leurs responsables de gestion, leur comité, montrer que ce n'est pas obligatoirement une vertu, mais que nous faisons tout pour rester dans une économie extrêmement comptée, ainsi qu'une association à but non lucratif doit l'être. Je voudrais rendre un hommage particulier à Michel Bure, qui a été un artisan formidable par son intelligence des enjeux, vous la connaissez, mais surtout aussi par le fait que, issu de cette académie, il a réussi à être un excellent truchement humain avec elle pour fortifier la coopération que nous y avons et m'a aidé, évidemment, comme il le fait toujours, à concevoir avec tout le monde ce travail. C'est le fruit de 6 mois de dialogue, de comité de pilotage que nous avons vécu intensément avec les académies partenaires ici mentionnées et dont vous avez vu la force de l'engagement à travers de la parole des recteurs. C'est la première fois que nous entendons cela. Des amis, collègues, directeurs des grands établissements qui étaient tous là et qui ont, je crois, souhaité non seulement entraîner leurs équipes, que je salue, mais aussi manifester par leur présence personnelle le fait que, je crois, ils nous prennent au sérieux et que les questions que nous posons à l'extérieur, non seulement sont les nôtres en commun, puisque nous appartenons au grand ministère et grande éducation nationale, mais qu'ils y voient un intérêt pour eux-mêmes. Et je suis infiniment reconnaissant à tous ceux qui sont intervenus au cours de ce congrès, qui nous ont accompagnés, présents. Guillaume, Claude Valta, Hubert Houdin pour Reims, de faire passer dans les établissements, et les chefs d'établissement, vous l'avez vu, le comprennent, que désormais l'enseignement français à l'extérieur, ça n'est pas un objet extérieur, justement, mais c'est véritablement un prolongement et un besoin pour l'Hexagone. C'est un besoin pour l'Hexagone, et la directrice générale de l'enseignement scolaire a dit une petite phrase l'autre jour que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce que peu le disent. Elle a dit tout simplement que les réformes en France se mettent au diapason des évolutions éducatives internationales. Parfois, on a l'impression en France que c'est par notre génie propre que nous évoluons. Pas du tout. On a peut-être du génie, mais on aura du génie quand on aura bien été au diapason des grandes évolutions mondiales qui expriment l'avancée du monde tel qu'il est. Et c'est de ça que je souhaiterais parler maintenant. Mais avant de finir sur ces questions d'équipe, laissez-moi vous dire que j'ai oublié l'autre jour de vous parler de 2 modifications qui vous intéressent dans notre architecture de soutien à vos efforts. Nos 2 conseillers pédagogiques aux États-Unis et en Amérique du Nord vont quitter leur poste. Il s'agit d'Emmanuel Varro qui va rejoindre une direction d'école en Espagne et abonder le réseau des formateurs, et puis de Philippe Roy. Et ils seront remplacés, évidemment, et notamment par Julie Gounet, qui vous a beaucoup parlé pendant ce congrès et dont je suis extrêmement heureux qu'elle puisse nous rejoindre, tout simplement parce qu'elle a un parcours dont vous voyez aujourd'hui le profit pour nous. Elle est passée par les États-Unis, la DGESCO, et son investissement sur la formation à la fois lui donne, je crois, ce dont nous avons exactement besoin, et si je retrace ce parcours, c'est pour le dire, c'est-à-dire de cette disponibilité de parcours multiples et libres, mais qui ont été aussi associés à la responsabilité. Et puis, nous rejoindrons au siège aussi, après le départ, hélas, de Sophie Paulin, qui va rejoindre Londres pour une direction de nouvel établissement, avec Sabine Dehon, et puis Laurent Battu, qui une espèce de permutation que nous n'avons pas cherchée, qui lui-même est coordonnateur de l'enseignement français
en Grande-Bretagne, qui va rejoindre donc notre service pédagogique et qui va nous apporter aussi cette dimension d'un parcours international dont nous avons besoin. Alors maintenant, conclusion de ce congrès, ce n'est pas une conclusion, c'est une série d'impressions que je souhaiterais partager avec vous pour voir si on comprend bien la même chose, si on a bien entendu les mêmes choses. Et je voudrais vous parler de 3 dimensions qui, moi, m'ont frappé. D'abord, le numérique et le réseau. Deuxièmement, l'école. Et troisièmement, le congrès comme outil. Alors le réseau, on en parle tout le temps et avec beaucoup de, comment dirais-je, de conviction. Ce qui m'a frappé au cours de ces échanges, c'est de voir qu'au fond, cette fois, c'est le numérique qui institue, qui constitue, qui construit, qui nous impose un monde réseau. Un monde réseau et qui nous extrait de nous-mêmes et qui vous oblige, vous, au moment où vous exercez vos responsabilités avec lui, à concevoir ce monde réseau comme quelque chose qui, vous et nous est imposé de l'extérieur, avec ces dimensions de fatalité, puisque beaucoup des règles sont dictées en dehors de nous et des lois. Il nous reste à les décrypter pour en éviter les embûches et aussi les comprendre pour les adopter et faire en sorte qu'elles deviennent des chances. Et ce monde réseau, il est assez curieux, il est intéressant et je crois qu'on l'a bien entendu dans l'intervention. Il est composé d'abord d'une économie de réseau et il est tout à fait intéressant et je remercie les quelques intervenants de l'avoir dit, de montrer que c'est d'abord le réseau numérique un marché qui impose ses lois. Et ce marché, il est avant tout financier, économique, fait de regroupements. Il n'échappe pas, au fond, à la grande genèse d'un monde libéral moderne qui impose ses objectifs et ses modalités à des usagers. La deuxième conséquence, la deuxième observation que l'on peut faire, naturellement, j'ai encore oublié un nom sans doute. Oui, j'ai oublié un nom, je vais le lire parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, j'ai parlé de Sophie Paulin, j'ai parlé d'Isabelle Brun, qui elle aussi va rejoindre un établissement et qui va être remplacée par Dominique Collado, directrice de l'école primaire du lycée de Barcelone et que je salue par la même occasion. Je suis très entouré par des gens qui ont un grand respect de l'humain et qui n'ont aucune confiance, et ils ont raison, parfois dans ma mémoire. Voilà. Et donc le réseau, c'est aussi, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à votre travail et à notre travail de responsable. Un réseau, c'est avant tout une forme et une idéologie. La forme, elle vous est imposée avec ses parcours, et l'idéologie, c'est quelque chose que nous connaissons très bien depuis Marx, et c'est au fond un moule de pensée qui s'impose, alors que nous prenons l'autonomie et la liberté de penser pour la communiquer et la construire chez les jeunes. Et Julie Gounet nous a parfaitement montré pour la seconde fois, mais j'ai trouvé de façon magistrale, bien sûr, parce qu'elle le pratique tous les jours, comment se tisse en dehors de nous et dans des basses couches que nous pourrions ignorer, mais que nous aurions bien tort d'ignorer, à chaque fois ça me fascine, un monde qui se construit comme le double du monde visible. Et où la liberté de penser que nous devons construire exige de faire l'effort d'y exercer notre esprit critique pour en choisir éventuellement le meilleur et en tout cas éviter le pire et discerner les bonnes sources auxquelles s'abreuver. C'est d'ailleurs une conséquence qu'on peut en tirer quand on parlait tout à l'heure de compétences des professeurs et de ces nouveaux professeurs qui vont être eux aussi appelés par cette ère du numérique. Il est avant tout clair que c'est leur capacité de jugement qui passe par la maîtrise de ces innombrables sites qui se créent. Quand vous voyez ce qu'elle nous a décrit hier, c'est 2 fois plus que l'année dernière, quasiment. Il y a une forme de développement, de prolifération qui est stupéfiante. Et puis enfin, ce réseau monde, c'est aussi un mode relationnel nouveau. Je vous invite à relire, parce qu'il c'est un homme discret, et à le faire avec attention, les pages remarquables que Milad Douéhi écrit pour un humanisme numérique sur les nouvelles formes de l'amitié, issues des réseaux sociaux, et où il montre très bien que justement les formes relationnelles anciennes
hiérarchiques dans le scolaire institués par l'école de la République et qui sont des images des relations d'un ordre social dépassé, avec la prééminence des clercs, des aînés, médiatisés par le langage, dont vous savez très bien vous-même qui formez des élèves que sans le langage, on n'est pas adoubé par la société qui va vous accueillir. Eh bien, tout ça est en train de laisser la place à des lieux de reconnaissance et d'adoubement nouveaux qui sont justement un des effets de cette société numérique. Qu'on le regrette ou pas, c'est ainsi. Ça n'empêche pas les jeunes d'être respectueux, parfois ils le sont moins, mais enfin, ils ont toujours été ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes apprentis de la vie. Mais ça veut dire simplement que la relation qu'ils substituent à l'ancienne nous oblige aussi à faire autrement et à nous concevoir autrement. Deuxième chose, c'est que le numérique, et je crois que ça c'est une des questions à laquelle nous souhaitions avoir une réponse, n'est pas une culture en soi. Vous avez entendu très bien la deuxième table ronde avec ce débat feutré d'une grande intelligence qui peut opposer ceux qui le reconnaissent comme culture ou ceux qui estiment que la culture elle-même demeure. Mais le numérique, au fond, ici, a été décrit à plusieurs reprises pour ce qu'on pourrait appeler un ferment de mutation culturelle. Ça a été redit tout à l'heure, à nouveau, il n'y a pas de retour possible. Comme le furent l'écriture, d'abord l'imprimerie, l'électricité. Pourquoi je cite l'électricité? Tout simplement parce que le numérique et l'électricité font très bon ménage et que cette quatrième révolution humaniste, pour reprendre la chronologie qui était issue, là encore, des propos de Milad Douéié et qui lui vient de Lévi-Strauss, remodèle profondément les modes de l'échange et de l'échange humain avec trois caractéristiques particulières qui remodèlent ce monde et que vous devez évidemment penser pour les décrire à vos élèves. D'abord, le désenclavement total. C'est un monde où les frontières, dont on parle beaucoup par ailleurs, jamais il n'y a eu tant d'ouvrages de géographes et de géopoliticiens sur les frontières, et en même temps, c'est curieux de voir que cette production intellectuelle va de pair avec justement ce désenclavement d'un monde potentiellement ouvert. Deuxièmement, l'apparition de responsabilité. Je ne suis pas un angliciste, mais j'aime bien ce terme assez peu, qui ne peut pas se traduire, sauf si Madame Gaillard me donne la clé, d'empowerment, emprunté à l'anglais ou à l'américain, et qui montre bien que ce qui se passe, c'est le fait que les humains dans leur ensemble peuvent se saisir d'une responsabilité qui peut être un pouvoir. Et puis la troisième chose, c'est l'immédiateté, dont on a parlé à loisir, qui est évidemment fondée sur l'observation assez courante aujourd'hui d'une pulvérisation de l'espace-temps social, dont on ne peut pas ignorer qu'il affecte immédiatement l'espace-temps scolaire. Alors, pour nous qui sommes des éducateurs, ça a trois conséquences majeures, me semble-t-il, sur l'école et notre rôle, et surtout à l'étranger. Parce qu'en France, non, même en France, car la France est multiculturelle, et elle se pose ces questions. On le voit bien depuis quelques mois, et on n'a pas fini de se les poser, et on n'a pas fini de voir combien tout ça fait craquer les clivages entre les familles sociales, confessionnelles et politiques de notre pays. D'abord, c'est la définition d'une nouvelle géographie des identités, où on l'a bien entendu à plusieurs reprises que le balancement est extrêmement difficile entre le global et le local, et que d'un côté, vous avez, au travers du global, cette puissance des réseaux, où on associera probablement le numérique et l'économique. On voit bien que se passent sous nos yeux des formes de regroupement de puissances à l'égard desquelles nous n'avons qu'une comparaison possible. C'est la constitution des empires anciens, issus des modes d'échange et de constitution des États, jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe. Et par rapport à ça, la montée en puissance du local au travers des souverainetés. Moi, je suis frappé de voir, un de nos collègues ici le savent bien, puisque nous avons même des États proches de la France, historiquement, qui nous créent des surprises. La souveraineté des États, dont on retrouve l'expression en termes d'influence et notamment de développement de propositions éducatives. Et en face de nous, la France se retrouve là dans une situation nouvelle.
montée en puissance aussi des institutions, des groupes de pression, des groupes de pensée, des revendications, d'actions, jusqu'à l'émiettement final que vous retrouvez dans vos établissements avec les familles et les parents. Et il est certain que ce qui frappe dans cette géographie des identités multiples, c'est la dérégulation progressive de nos organisations sociales et politiques qui ont bien du mal à tenir les deux bouts. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la deuxième conséquence, c'est que tout ça n'est pas sans incidence sur la géographie des savoirs et des apprentissages, ce qui nous a été administré à plusieurs reprises. C'est un cours de géographie des savoirs et des apprentissages, d'une part entre, disons, ça c'est porté par les réseaux numériques, entre l'utopie et l'appétence de totalité. Vous avez remarqué comment ces réseaux s'installent. Moi, je n'en suis pas un praticien formidable, mais j'essaye d'y réfléchir. Mais ça me frappe. Comme, au fond, des créateurs de cette utopie nouvelle où tout le savoir serait à disposition immédiatement et pour tous. À tel point que ce sont ces mêmes groupes de pression économique, avec les intérêts qu'ils cultivent et qu'ils veulent atteindre, qui sont les prédicateurs de la fin de l'école, lorsqu'ils ne sont pas en veine de pensée. Puisqu'évidemment, on ramène à l'individu la capacité d'être tout lui-même et de faire lui-même son propre parcours d'apprentissage. Bien entendu, cette utopie et cette appétence que de manière presque marchande, on développe chez nos concitoyens aujourd'hui n'a pas de sens. Et j'apprécie qu'il ait été dit à plusieurs reprises, au fond, que même lorsqu'on met des jeunes ou des adultes devant des MOOC, le taux d'échec est patent et montre bien que la construction des savoirs relève d'un autre savoir-faire que cette immédiateté illusoire et dont il convient que nous, responsables d'établissement, nous nous emparions pour expliquer qu'elle est illusoire. Parce que par rapport à ça, évidemment, à l'autre bout, et l'école le démontre, et c'est là qu'elle se reconstruit, l'école, c'est l'humain, devant ses propres potentiels et devant ses propres limites. C'est le retour au temps de l'intelligence, c'est le retour à la rationalité de l'esprit, c'est le retour au choix à faire pour construire une identité responsable et des savoirs sûrs. Ce qui m'a plu dans ce congrès, c'est de montrer, et Catherine Bizot n'a pas été la dernière à le faire, de montrer qu'au fond, l'école est indispensable et que vous-même, vous devez trouver dans ce congrès, toute cette partie de la réflexion, matière à expliquer à ceux qui voudraient vous vendre autre chose, eh bien que c'est une aporie et une impasse. La troisième conséquence que nous avons à en tirer pour nous, c'est notre famille ici qui est plus directement interpellée. Certes, le grand réseau de l'enseignement français qui porte cette génétique, mais nous qui, en tant qu'association à laquelle vous prêtez votre confiance, y devons revenir, c'est la genèse d'un humanisme écartelé. Écartelé comme héritage historique qui doit être repensé, sinon on finirait par nier la spécificité de l'humain. Or, l'humain s'impose comme quelque chose qui n'est ni négociable, ni marchand. Et c'est l'horizon de cet humanisme nouveau qui nous oblige à le repenser comme une nouvelle frontière, justement. Nouvelle frontière autour des valeurs et de leur partage. Vous êtes frappés vous-même, qui portez la France à l'extérieur, que vous soyez même américain ou espagnol ou autre, lorsque vous adoptez le programme français, vous voulez le faire vivre. Il est certain qu'il y a un moment où on voit bien que nos valeurs passent d'abord par leur partage, leur compréhension et leur discussion. La deuxième règle à suivre, c'est évidemment, et ça a été redit à plusieurs reprises, c'est l'interculturel, avec ses tensions, avec ses pièges. Je suis, moi, particulièrement frappé. Vous vous souvenez que j'avais essayé de soulever le problème il y a 2 ans à Poitiers, je crois que c'était trop tôt, et je vois bien que c'est aujourd'hui, par rapport à cette perspective, cet horizon du monde réseau, et par rapport, comment dirais-je, à l'universel au travers de l'éducation que nous voulons porter, que nous sommes convoqués devant cette question de l'interculturel aujourd'hui, au travers de l'acte éducatif. Éducatif, ai-je bien dit, et pas uniquement pédagogique. Que vous disent tous vos interlocuteurs? Eh bien, je suis souverain chez moi.
Le réseau me fait mondial. Et en même temps qu'il me fait mondial, eh bien, il me fait aussi naître comme être local, libre, capable de dire ce qu'il a envie de dire et d'affirmer les valeurs qui sont les siennes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons tant de mal aujourd'hui à contrebattre immédiatement ce qui nous paraît des pensées barbares ou des actes absolument immondes par rapport à l'humain, tout simplement parce que c'est ça qu'a produit le réseau aussi. La capacité à n'importe quel barbare de dire qu'il a raison, là où il est, et de l'exprimer en direction de centaines de milliers ou de millions de gens. Enfin, ça nous oblige à nous interroger, nous Français, je crois que c'est très important, sur la notion d'influence. Personnellement, je ne pense pas que la notion d'influence soit toujours la plus féconde. On peut parler de rayonnement, on peut parler de... Tout simplement parce qu'il faut, et nous le voyons bien au travers de cette ère numérique, nous sommes sortis définitivement, et nous devons sortir définitivement, des postures du post-colonialisme, auquel aujourd'hui se substitue justement la revendication de ces identités multiples, qui nous obligent, et nous, responsables de ces établissements scolaires, nous devons y penser, à quitter les arrogances, et Dieu sait si parfois elles reviennent de manière subreptice, au profit de l'intelligence du monde pour savoir lui parler, pour savoir l'écouter. Je suis frappé que si nous sommes aujourd'hui, du fait que si nous sommes aujourd'hui à cette quatrième ère de l'humanisme que décrivait Milad Douai, la Renaissance, la découverte de l'Orient, l'anthropologie qui approche, comme il le dit, l'homme dans sa globalité et le numérique avec son point d'interrogation, il faut revenir à toute la pensée du XVIe siècle européen et français en particulier, où c'est justement la rencontre du monde nouveau qui tout à coup recalibre à la fois les arrogances, les certitudes et les prédictions sur l'avenir. Ce qu'on appelle le scepticisme dans l'humanisme européen se retrouve aujourd'hui dans un scepticisme engendré par le numérique qui doit être un outil fécond d'éducation. Alors l'école maintenant. L'école est intéressante parce que ce qu'on dit rarement, parce que nous vivons, l'école c'est notre affaire, l'école est un artefact social pour construire des apprentissages, c'est-à-dire c'est une société artificielle, construite, totalement fabriquée avec des éléments de la société qu'elle lui emprunte pour construire une société. C'est un sujet extrêmement important. Or, au moment où le numérique s'impose à l'école, eh bien, il est évident, et ça a été dit tout au long de ce congrès, que ce n'est pas, comment dirais-je, un artifice de pensée, pour le coup, que de penser le numérique. Parce que l'école doit penser l'appropriation du numérique pour investir avec lui son rôle. Et son rôle, il ne change pas. Il est traditionnel. Former des citoyens, construire la réussite, faire en sorte que l'égalité, faire en sorte que l'espoir, les enfants ont redit combien l'espoir était important, soit porté par l'école. Le malheur, souvent, de l'éducation, si critiqué, c'est qu'elle ne fait pas assez rêver nos concitoyens. Alors, je crois que l'école, telle que nous la gérons, elle est modifiée par le numérique au travers de 3 éléments qui ont été abondamment décrits. C'est curieux parce que dans la première table ronde, je pensais m'y attarder davantage et le Congrès a fait son œuvre, alors même que nous n'y avions pas obligatoirement pensé. L'importance du projet est centrale. Et c'était dit et redit à de multiples... Et elle est centrale à tous les niveaux de l'institution, des institutions, des établissements, des niveaux de gestion par grade d'établissement géographique, à condition d'arriver à trouver les plus pertinentes, de telle sorte que la mobilisation soit possible. Il y a des regroupements qui n'ont pas de pertinence et qui ne produisent pas de sens et de construction. Il y en a d'autres, au contraire, même s'ils sont petits, qui produisent de la pertinence. Et ça nous a été dit à plusieurs reprises, et j'y reviendrai peut-être un peu concrètement pour finir. Et pourquoi le projet est-il important? Parce que jamais, par rapport à un numérique incertain, qui est lui-même une construction en devenir et qui ne peut réussir dans nos établissements qu'à la condition qu'on en ait nous-mêmes découvert et que nous nous en soyons appropriés les règles, les contraintes, mais aussi les chances, eh bien, passe par ce qui, et je répète ce qui a été dit à plusieurs reprises là aussi,
D'abord par une connaissance précise des objectifs que l'on veut atteindre. Et il est clair qu'à l'étranger, ce n'est pas uniquement la loi telle qu'elle nous est imposée par le centre, mais cette loi, elle est modifiée par le réel, qui fait la vie des établissements, leurs chances, leur avenir, leur réussite dans une compétition que vous ne connaissez que trop. La deuxième chose qui m'a paru tout à fait importante, c'est l'importance de l'évaluation et de l'auto-évaluation. Ça, c'est pas rien. Vous avez vu toutes ces grilles de lecture, cette appropriation des faits numériques de telle sorte que se construise une compétence nouvelle. Ça passe avant tout par l'auto-intelligence, l'auto-évaluation, ces outils de lucidité, ce miroir et là, on voit bien combien le chef d'établissement a un rôle extraordinaire et important, de telle sorte que justement, alors même qu'on sait que personne ne peut y échapper, il y a encore un certain nombre de gens qui échappent au miroir. Et là, ça n'est plus possible. L'auto-évaluation est un exercice de lucidité locale et à tous les niveaux, établissements, je le répète, réseaux, et nous, institutions qui portent vos efforts. Elle exige des outils de positionnement et on a bien vu que ce qu'introduit le numérique là aussi, ce sont des méthodes, ce sont des exigences, ce sont des possibilités. Les outils ne sont jamais définitivement établis. C'est un management. Le rôle des équipes est considérable, les équipes de direction. Et enfin, il y a une chose qui est apparue à certains moments et qui me paraît, moi, essentielle, c'est le contrat. Le contrat entre les équipes locales, le contrat avec les institutions qui contribuent à faire vivre vos efforts et à leur faire produire des résultats, auquel j'ajouterais un élément essentiel que, là encore, le numérique nous invite à modifier. Vous ne pouvez pas imaginer que, obligatoirement, se construise la compétence des personnels si vous ne récupérez pas cette construction de compétences en affirmant que tout personnel est un potentiel en formation et de formation. Nous avons travaillé avant-hier sur le réseau d'Amérique du Nord et ça, c'est un sujet que nos collègues, directeurs, proviseurs, ont sans cesse rappelé, mais qui, nous avons parfois des esprits un peu lents et reptiliens, va se faire. Dans un grand monde comme le monde nord-américain où nos écoles ne doivent plus être seules pour vivre leur réussite, eh bien c'est par la géographie des efforts, la mobilisation du potentiel local, la mobilité immobile, virtuelle ou réelle, que les choses peuvent avancer. La deuxième chose, c'est justement la question des compétences de l'autre maître. Je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit tout à l'heure et qui me paraît fondamentalement important. Mais il est certain que vous avez un discours, vous, chef d'établissement, à construire en direction de vos équipes, parce que la notion de formation, d'une certaine façon, est profondément elle-même questionnée, refondue, si je puis dire, puisque le verbe a été dit en partant de la réalité du numérique. D'abord parce qu'il n'y a pas de solution globale, ensuite parce que tout le monde est acteur, d'autre part parce qu'il y a nécessité de penser en équipe. Ce qui a été bien mis en évidence par ce congrès, c'est que la force de l'établissement, c'est la disparition des maillons faibles, ou en tout cas leur neutralisation. Or, on sait très bien que dans l'exercice de la responsabilité d'un chef d'établissement, c'est là qu'est la plus grande souffrance. C'est les 5% de difficultés individuelles qui vous pourrissent la continuité et la force d'un projet, et auxquelles vous consacrez souvent, et avec nous, je l'espère, de l'énergie disproportionnée mais nécessaire pour cette neutralisation. Bref, c'est la création d'une micro-société locale efficace qui justement va retrouver aussi nécessairement par le numérique cette notion d'amitié non pas perdue dans l'universalité d'un pouvoir individuel non finalisé, mais une micro-société, une famille numérique pédagogique autour de projets clairs qui vous permettront d'avoir avec les familles un crédit et une force que là, le numérique comme chance peut vous apporter. Et puis enfin, quelque chose m'a beaucoup frappé aussi, parce que c'est ça qu'il faut expliquer à nos enseignants, ils le savent pour beaucoup d'entre eux, et en même temps, c'est difficile. Je reprends la phrase, c'est que dans le monde actuel, le numérique efface progressivement, on le voit bien même physiquement, la bibliothèque et l'index, j'aime ça, ces termes-là, au profit de la recommandation. C'est une phrase très très forte, c'est-à-dire, si vous la traduisez dans votre travail, eh bien, le maître sachant
est érigé en maître guide. Le prescripteur redevient accoucheur. Et on retrouve l'humanisme socratique quasiment. C'est-à-dire devant cette masse, ces innombrables sources de savoir, eh bien, un peu comme notre titre, le maître guide au travers d'itinéraires. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans le débat éducatif actuel en France, là où les ennuis commencent à naître, dans cette compréhension du rôle de l'école par rapport à un monde même français, multiculturel et pluriconfessionnel, c'est là où justement le maître s'égare dans l'opinion et le jugement au détriment de son travail de guide de la compréhension des choses. Et dès qu'il sort de la limite, les ennuis commencent. Les revendications arrivent, les plaintes et la justice. C'est un sujet profondément important que dans tous les pays où vous êtes, vous devez aussi, auquel vous devez prendre garde. Or, vous le savez, je ne vais pas vous dissimuler les choses. En France, nous avons des professeurs qui sont donnés aux établissements, prêtés aux établissements par l'État. Nous les construisons. Or, nous avons incontestablement un vrai problème. Beaucoup d'établissements voient la nécessité de recrutement de toutes sortes, peu de détachés, beaucoup de recrutés locaux, etc. Il y a un travail de construction formidable, non pas au sens de la formation, qui reste indispensable, mais au sens de la fabrication, de cette conception d'un maître guide. Or, pourquoi le numérique nous pose tellement de problèmes par rapport à tout ce qui nous a été décrit, justement ? C'est que cette richesse est telle qu'il faut des gens plus intelligents qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne se satisfera plus désormais de ce... J'ai vu des horreurs parfois dans des classes, je le dis, je suis inspecteur moi-même, des gens qui sont figés sur le manuel, comme une espèce de bouée de sauvetage, alors que justement les élèves savent nager. Enfin, le congrès. Le congrès de Dijon, pour moi, je ne sais pas, c'est une impression, peut-être me trompe, le congrès fait advenir pour nous, association, quelque chose de nouveau. Ça n'est pas un événement, c'est un événement permanent. Congrès, ça veut dire venir ensemble, progresser ensemble. Vous êtes dans ce lieu, et il y en aura d'autres sans doute des congrès. Mais gardons le congrès comme un fait quotidien. Et beaucoup d'actions de production nous ont été ainsi décrites ces derniers jours, et je crois que c'est la bonne chose, pour 3 raisons. D'abord, le réseau et le congrès comme réseau doit nous permettre désormais de nous atteler sans cesse à la confection d'outils pour construire des établissements responsables. Deuxièmement, pour que nous soyons vraiment et en permanence ensemble, et grâce à ces partenaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts, nous soyons capables de construire pour vous un espace de référence pour des responsables locaux. J'apprécie qu'il ait été dit aussi, dites les difficultés pour accéder à Magistère. Parce que justement, c'est un des éléments intéressants. La difficulté d'accès à Magistère aujourd'hui montre encore que dans la constitution des réseaux de savoir, il y a des blocages institutionnels, alors même que la liberté de l'échange et de la communication de ce matériau devrait être immédiate. Et la question a été courageusement posée par nos collègues. Et enfin, ce congrès permanent, ça doit être un levier de changement sur des priorités qu'un établissement seul ne peut plus atteindre aujourd'hui. Or, vous avez remarqué qu'un des éléments qui modifie votre vie aujourd'hui, les Américains savent ça depuis longtemps, c'est que non seulement l'établissement là où il est n'est pas seul, mais il est environné de bien d'autres entités dont il ne faut attendre aucune bienveillance particulière. Et donc votre force, elle doit vous venir aussi de ce que nous sommes capables de vous procurer. Alors, outil de construction pour un établissement responsable, parce que nous avons changé d'échelle. Notre global à nous, notre petit global à nous, c'est la chance de la mise en réseau des établissements entre eux et de France, ceux de France avec ceux de l'étranger, de telle sorte que le savoir-faire soit un partage, que le partage soit la règle quotidienne. Et j'ajoute une chose, car on retrouve l'humanisme, ce que vous acceptez, vous, de porter et avec force,
Et des exemples vous en ont été donnés tout à l'heure, j'étais très ému, moi, personnellement, des images de ces élèves. C'est l'expression de la solidarité humaine. Que l'éducation soit le vecteur de la solidarité humaine. Et il n'y a pas de numérique sans le message, sans ce message-là. Prenons le réseau mondial, le monde tel qu'il est. C'est notre petite voix qui, progressivement, aide à faire en sorte que nous soyons entendus. Nous construisons l'humain. Et cet humain, le numérique, nous donne la chance de le partager. Le numérique, d'autre part, et au fond, nous avons bien des raisons d'être optimistes, c'est notre ami pour construire une méthode fondée sur la coopération. Ce congrès a été, je crois, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est bien, c'est enthousiasmant. Et je remercie les académies qui s'y sont mis avec beaucoup de force, avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, les partenariats donnent son sens à l'éducation et à l'acte éducatif. Cette formidable présence des académies, des établissements partenaires, c'est ça. Qu'apporte le partenariat entre établissements? Il apporte la vitalité d'un projet qui n'a aucun sens s'il est recroquevillé sur lui-même. Le recteur de Dijon l'a parfaitement dit. Qu'est-ce que nous apportons à cette académie? Son académie rurale, comme celle de Reims, avec des villes, des pôles urbains, une histoire, une tradition, mais aussi une existence dans le monde. Ben, il a compris que, et il a voulu comprendre et faire comprendre que nos établissements, notre enseignement français à l'étranger, est une petite fenêtre de plus dans l'ouverture d'un territoire national. Cette ouverture, elle est consubstantielle aussi à notre projet éducatif. C'est un apprentissage aussi, ces partenariats de la mobilité virtuelle ou mobile réellement, mais nous le savons bien. Si vous pouvez faire davantage circuler des élèves pour des parcours d'apprentissage complets, partiels, ponctuels, linguistiques, culturels, intellectuels, eux ont plus de mal parce que la sociologie française n'est pas toujours une facilité, mais le numérique, lui, corrige ça et peut vous apporter la possibilité de ces échanges. Enfin, et j'ai été frappé de ça avec ce partenariat avec le lycée Charles de Gaulle. Vraiment, je félicite nos proviseurs de l'avoir pensé. Le partenariat, c'est aussi un partage et une augmentation des savoir-faire, et justement entre enseignants. Et je crois justement que les enseignants, nous en venons tous, nous avons tous été, qui sont aujourd'hui sollicités sur tant de choses, c'est un métier difficile. Nous ne les convaincrons que si eux aussi, avec ces ententes locales, voient l'intérêt que leur apportent des partenariats qui remodèlent et augmentent leurs compétences. Enfin, il y a les projets que nous devons soutenir, nous, siège, nous, partenaires avec le siège, nous tous ensemble, écrits là à droite de cet écran, de telle sorte que le concret soit un moteur, un encouragement. Nous ne sommes plus dans la parole, je ne le pense pas, sinon vous ne seriez pas là, vous n'auriez pas confiance. Mais il est question maintenant, après l'approche problématique de l'année dernière, les déclinaisons, je dirais, intellectuelles et pratiques de ces 3 jours, de soutenir des projets locaux bien préparés et qui fassent sens dans notre réseau et dans notre construction d'un savoir-faire français humaniste et partagé. J'en cite quelques exemples sur lesquels nous retiendrons notre attention, nous porterons notre attention. D'abord, le collège ou l'établissement hybride pour remédier, par exemple, à des effectifs contraints, nous en avons parlé, on va le faire, de telle sorte que les parents comprennent qu'aujourd'hui, nous mettons en place des outils qui permettent justement de compenser le manque. Je crois profondément que, et nous l'avions évoqué pendant les réunions du comité de pilotage, les cours de discipline difficiles et qui sont souvent des parcours d'obstacles pour des élèves étrangers dans un monde scolaire français qui a quand même ses particularités, par exemple la philosophie, demandent aujourd'hui un désenclavement par le numérique de la faiblesse de certains établissements à disposer de professeurs de haut niveau. La directrice de l'AEFE y a songé, nous y songeons, nous le ferons ensemble, car il est à partir d'exemples concrets, car il est absolument indispensable que nous corrigions des déficits nés de nos propres structures au profit de ce que peut nous apporter le numérique.
Nous avons aussi parlé, à partir de projets locaux, pour fortifier des établissements, de mutualisation autour de projets communs, accompagnés, numérisés, si je puis dire. C'est par exemple ces 2 établissements des Canaries, qui vont être pour la première fois, je crois, s'associer pour un projet réel, ensemble, de telle sorte que nous le soutenions. C'est aussi bien sûr les classes dont il faut penser le développement dans l'avenir avec des ressources humaines adaptées, mais aussi un accompagnement par ces ressources numériques, dont il faut penser le partage, dont il faut penser la montée en gamme au travers d'une théorisation et d'une pratique des apprentissages partagés entre des aires linguistiques différentes alors que les objectifs sont les mêmes. Souvenons-nous que la mission laïque considère depuis son origine que c'est la langue nationale qui permet d'entrer aussi dans le français et de créer ce bilinguisme et surtout ce biculturalisme sur la base de quoi se construit la suite. Ce sont les CVL interréseaux et je remercie profondément l'Académie de Paris, Anne Darmouni est là, de ce considérable travail qui a été fait et qui va se concrétiser, comme je vous l'ai dit, le 21 mai, avec des élèves venus de partout pour dialoguer avec des élèves parisiens. Et ça a été préparé par le numérique. Enfin, ce sont tous les projets concours dont nous avons parlé. C'est peut-être aussi par le numérique, cette capacité à partager des méthodes, de telle sorte que les projets d'établissement s'enrichissent. Voilà donc une déclinaison qui n'est pas exhaustive, mais il faut aussi que nous sachions nous-mêmes mesurer nos investissements de telle sorte que vous soyez assurés du succès, du soutien que nous y apporterons. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais simplement, vous avez été très attentifs, particulièrement patients. Peu de paroles vous a été donné en retour des tables rondes compte tenu de leur densité, de la difficulté de rendre le temps extensible. Vous avez accepté, malgré le numérique, d'entrer dans un emploi du temps contraint où le collectif l'a emporté sur l'individuel pour que chaque individu ressorte de cela plus riche pour rentrer chez lui, je l'espère. En tout cas, mille merci pour votre attention et je vous propose d'avoir 5 minutes d'humanisme partagé pour conclure. Je ne vous en dis pas plus. Si celui qui le dit le mieux est capable de répondre à mon appel. Je parle de Marc Omambé. Il est là ou pas ? Agis dans ton lieu et pense avec le monde. Agis dans ton lieu et pense avec le monde. Un défi humain, un possible numérique. Communication, citoyenneté, autonomie. Allons-nous vers une déclaration des droits et devoirs de l'homme numérique? Regards multiples, médiation, action, diffusion, collaboration, pratique croisée, synergie, pédagogie inversée. Il faut être dans le coup. Tisser sa toile en épousant le cours de l'histoire qui se lève au bord des rêves des enfants d'un siècle à l'innocence fragile. D'un clic, le numérique ouvre un champ de possibles infini à la création, à la recherche et au partage de savoir-être et savoir-faire. Et nous devons de le faire savoir quand valeurs humanistes et progrès technologiques s'enlianent. On peut changer en échangeant avec l'autre sans se perdre pourtant ni se dénaturer. Émotion de l'intelligence collective, on s'informe, on se forme, on se forge peut-être des convictions nouvelles, remises en question nécessaires, urgentes, vitales comme l'air que l'on respire pour que jamais ne s'essouffle l'envie, la vie, la frénésie des idées haut placées dans le ciel étoilé des idéaux de notre époque opaque. Nuages ou clouds de mots dits avec emphase, il faut brûler les idoles, briser les miroirs, oser la symbiose. D'un clic,
Le numérique ouvre un champ des possibles infinis à la création, à la recherche, au partage de savoir-être et savoir-faire. Et nous devons de le faire savoir. Le numérique encadré peut permettre un être ensemble vivant, vibrant, la relation humaine qui incite et invite à agir dans son lieu en pensant avec le monde. Glissant est là, entre ces lignes. Le magma numérique, labyrinthe de sources, fait de nous de doux voyageurs dans le temps, espace infini, allégorie du monde, cosmos de langues et cultures qui gravitent en nous, nous créent et nous recréent. Ici, le chant des mots s'unit à la technologie. Des étoiles frémissent en graines de diamants que je moissonne sur l'air des désirs sans fin. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Un défi humain, impossible. Numérique. Merci. Marc était au salon du livre francophone de Beyrouth et il est prêt à accompagner nos établissements. Vous le retrouverez l'année prochaine parce que peut-être qu'il y aura quand même un congrès l'année prochaine qui pourrait bien se tenir les 9, 10, 11 mai, si vous voulez bien noter, qui pourrait bien tourner autour de ce sujet. L'école construit la citoyenneté, cette fois avec une perspective mondiale, comparatiste, de telle sorte que justement on puisse réarmer, ou plus exactement ressourcer cette capacité affirmée, de façon parfois avec des arguments d'autorité du système éducatif français, à produire de la citoyenneté en regardant les autres pour savoir comment ils le font. Voilà un peu ce que nous prévoyons. En disant ça, on se met un peu de poids, de pression, on va dire. Mais j'espère que ça pourra rencontrer votre intérêt. En général, il y a une troisième donnée que vous attendez. La troisième dimension, c'est le lieu. Mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Il y a encore quelques réflexions à faire, mais vous le saurez très vite, puisque je sais que le monde étant immédiat, on a intérêt à prévoir. Bon appétit pour la fin de ce congrès.